au News Radio à site outremernews.fr. On radio avec Info Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, Mayotte et surtout, musique pour tout le monde. Attention! 7 bonnes raisons de choisir Voyage Antillais. Voyage Antillais est une agence antillaise depuis plus de 50 ans. Voyage Antillais vous réserve un accueil chaleureux, une qualité de service, un accompagnement soigné, toujours avec le sourire. Voyage Antillais vous propose les meilleurs prix. Avec Voyage Antillais, vous bénéficiez de facilités de paiement. Votre deuxième bagage est offert. Voyage Antillais, c'est 2 agences en Île-de-France qui relient les Antilles à Paris. Voyage Antillais, nous là vous faisons voyager. Guadeloupe, actualité. Et en bref, une altercation entre le LCDM et la gendarmerie de Déé. Le préfet de la Guadeloupe a fait un communiqué où il mentionne que face aux revendications du LCDM, il a missionné les services de la DIL et de l'inspection du travail présentes sur le site dès lundi dernier afin de faire la lumière sur le dysfonctionnement qui aurait été constaté par la LCDM. Le préfet tient à rappeler l'obligation de déclaration de manifestation ainsi que la libre circulation des personnes et des biens. Vous avez sans doute vu circuler les N'avez pas honte. La France a besoin de vous, hein. Elle se fait opérer dans la dos. Mais la position de vous la mettez en PLS. Venez là. Descends, est-ce que c'est normal ça? C'est pas normal. Moi je suis derrière vous, mettez les. Ok, merci. Est-ce que c'est normal ça? Qu'est-ce que vous faites? C'est la vérité ce que je fais là. C'est pas normal ce que vous faites. Regardez, 3 personnes âgées au sol. 3 personnes âgées au sol et vous venez me pousser pour pas que je filme. Je filme. J'ai le droit de filmer. Regardez. Regardez. Voilà, donc 3 personnes ont été transférées au niveau au niveau de l'hôpital. Alors ensuite, la CARL et inauguration d'avertisseurs ont commencé au Gosier. Prévention pour les risques d'inondation. La CARL vous informe de ce qui se passe et maintenant tout sera automatisé et numérisé. Un reportage de Grégory Laps. C'est un bâtisseur de crue qui n'est pas qu'un morceau de bois qui est debout avec un niveau, qui est également composé d'un appareil qui nous permet, par le biais de téléphone, d'avoir des appels, des avertisseurs, des messages qui nous signifient que l'eau monte. Le 30 avril 2022, vous me parlez? Je dormais, je ne savais pas qu'il y avait d'inondation. Et c'est une collègue qui m'appelle, qui me dit que ça a déjà monté à Grande-Ravine. Je dis oui, et bien je vais voir. Et bien quand je descends sur mon lit, je descends dans l'eau. En 2022, l'eau est montée particulièrement haut. Et l'importance, puisqu'on est sur des crues à cinétique rapide, c'est-à-dire que l'eau va arriver très très vite. Donc l'information de la population, elle est capitale pour préserver les vies, pour préserver les biens dans la mesure du possible également. Donc ce travail qui est mené conjointement par la CARL et par la ville du Gosier, en lien bien sûr avec les services de l'État, notamment la DL, qui est le service technique en matière d'inondation, il est essentiel pour l'information de la population, pour ce qu'on appelle aussi la culture du risque. Car il faut savoir vivre avec ce risque inondation, il ne disparaîtra pas et l'eau, on ne peut pas la maîtriser. Ça permet au service de savoir très vite lorsque l'eau monte. Et donc, nous pourrons réagir avec la CARL, nous pourrons réagir rapidement s'il y a une alerte déclenchée. Donc, c'est important pour la sécurité, pour aussi, les habitants veulent être rassurés. Et pour nous, c'est important que ce repère soit inauguré aujourd'hui. L'ARS recommande la vaccination chez les jeunes. Ils appellent les parents de notre territoire à se responsabiliser. Un reportage de Nicolas Hachi. Cette campagne d'information que nous faisons, c'est dans le but de rassurer la famille et de leur dire que la vaccination, c'est la prévention, la seule prévention contre les maladies liées au virus HPV.
Et chez la femme, c'est le cancer du col. Chez l'homme, c'est le cancer de la verge, le cancer de l'anus, le cancer de l'oropharynx. C'est la seule prévention primaire qui existe. Donc, si on veut éradiquer ces maladies chez les enfants, et à l'âge adulte, c'est maintenant qu'il faut faire la vaccination. Il y a plusieurs schémas vaccinaux en fonction de l'âge à laquelle c'est proposé. Entre donc les recommandations sur le calendrier vaccinal pour nous, il est de vacciner entre 11 et 14 ans. Et quand on vaccine entre 11 et 14 ans, on a 2 doses. Une dose, la deuxième dose, elle se fait entre 5 et 13 mois après la première dose. C'est jusqu'à 14 ans révolu, c'est-à-dire la veille des 15 ans, on peut encore faire 2 doses. Le problème qu'on a, c'est qu'on ne sait pas si les enfants sont déjà vaccinés, on ne sait pas si c'est parce que les parents ils veulent pas, on ne sait pas si c'est parce que les enfants ils n'ont pas transmis les autorisations parentales, on ne sait pas si, voilà, on ne sait pas. Ce qu'on a besoin, on a besoin de ces autorisations parentales. Il faut vraiment que les parents ils nous retournent les autorisations parentales. Donc s'ils ont, pour les parents de Guadeloupe, si on va recommencer la campagne, donc normalement ils vont avoir une communication qui va apparaître sur Pronote, sur les collèges. Nous on fait de la communication aussi pour dire. Donc si soit ils ont déjà rempli l'autorisation parentale en début d'année scolaire et on a vacciné leur enfant, bah tant mieux. Mais s'ils n'ont pas eu ou finalement ils ont changé d'avis, on va redistribuer des autorisations parentales dans l'établissement scolaire. Si l'établissement scolaire le fait pas et où ils ont pas notion de ça, ils peuvent aller sur notre site de l'ARS, sur notre site de l'ARS, où là, ils vont avoir un endroit, s'ils vont sur le site, sur le site la page HPV, et ben là, il y a un endroit, ils vont cliquer, ils vont tomber sur une autorisation qui n'est pas une autorisation papier, c'est une autorisation sur un site. Et donc, ils pourront renseigner l'autorisation sur le site. Alors, il est important de faire ce rappel parce qu'en réalité, on s'est rendu compte que on a augmenté effectivement la couverture vaccinale depuis qu'on a commencé la campagne à l'école en 2023, mais c'est pas suffisant. On a gagné 15 points chez les filles et 10 points chez les garçons. Il faut continuer à donner l'information de manière à ce que les parents soient sensibilisés et puis qu'ils acceptent de remplir le document pour que les enfants puissent être vaccinés. Et avec nous ce soir, l'Université des Antilles organise les 20 et 21 mars sur le campus de Fouilleul un colloque d'envergure internationale sur les défis du management, de l'entrepreneuriat et de l'innovation. Bonsoir, nous avons des invités avec nous en plateau. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît, nous parler de votre événement? Bonsoir, je suis Fabienne Alvarez, je suis enseignante-chercheur à l'Université des Antilles et spécialisée dans le champ du management des PME et l'innovation sociale. Et nous coordonnons avec ma collègue Déborah Lamferlé ce colloque qui se déroule demain et après-demain à l'Université des Antilles. D'accord, et vous êtes maîtresse de conférences en sciences de gestion du management de l'Université Antilles-Guyane. Et avec nous ce soir, il y a un invité du Canada, c'est ça? Exactement. Alors, mon nom, en fait, je m'appelle Félix Zoning et je suis professeur titulaire à l'Université de Sherbrooke et puis je travaille justement sur des questions d'efficacité et d'accompagnement entrepreneurial. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous organisez comme colloque, s'il vous plaît? Alors bonjour, je suis Déborah Lamferlé, je suis maître de conférences en sciences de gestion et ce colloque scientifique a pour vocation de mettre en relation les enseignants-chercheurs qui travaillent sur les problématiques liées au management, à l'innovation et à l'entrepreneuriat dans les territoires insulaires et isolés et des entrepreneurs via notre table ronde qui aura lieu vendredi toujours sur le campus de Fouilleul à partir de 13h30. Alors qu'est-ce que vous avez remarqué sur notre territoire? Qu'est-ce qu'il faut mettre en avant? Qu'est-ce qu'il faut étudier plus? Alors, ce qui est intéressant, et en tout cas ce qui nous intéresse, c'est de voir comment, à la fois le fait d'être sur un territoire insulaire, mais d'être aussi avec des particularités sociales, historiques, économiques, comment ça va impacter nos entreprises. Et l'idée, à travers ce colloque et de l'ensemble des intervenants qui viennent un peu partout, c'est de s'inspirer de ce qui est fait et de voir quelles sont les pratiques qui peuvent être utiles à nos entreprises et à nos décideurs. Alors, et du coup, c'est là que vous intervenez, j'imagine. Alors, en fait, c'était un peu normal. Hein. C'est quasiment
d'emblée que j'ai dit oui parce que pour intervenir comme keynote speaker dans le cadre de ce colloque-là, parce que l'entrepreneuriat aujourd'hui dans plusieurs pays, dans plusieurs régions, dans plusieurs territoires, c'est quasiment une des clés de la relance de la croissance économique. Alors quand on regarde aujourd'hui le taux d'insertion professionnelle, on se rend bien compte que toutes les personnes qui sont sur les bancs n'auront pas nécessairement accès à un emploi salarié. Donc de plus en plus, il est question de se dire, il faut préparer les gens pour que, au-delà de la carrière qu'on peut avoir comme salarié, qu'est-ce qu'on peut faire d'un point de vue entrepreneurial? Il faut donner des outils à des personnes. Et donc là-dessus, on se dit, investir davantage là-dedans, ça fait en sorte que ça donne plus d'impact en termes d'innovation, plus de transformation économique. Et donc, de ce point de vue-là, ça devient un peu normal de se concentrer sur ces questions. Alors, évidemment, il y a la question de l'entrepreneuriat, mais ma collègue Fabienne l'a évoqué tout à l'heure, il y a la question du management de la PME, parce que créer, c'est une chose, gérer, développer, faire croître, ça, c'est toute autre chose. Et c'est important d'adresser ces problématiques-là ensemble. Et un point important, il y a des défis, des enjeux et puis des points importants concernant l'entrepreneuriat, le management des PME en général. Mais quand on est dans un contexte insulaire, un contexte isolé, ça vient avec d'autres paramètres. Il n'y a pas que des défauts. Évidemment, le fait d'être dans un environnement insulaire ou isolé, ça peut amener d'autres façons de voir, d'autres perspectives en matière d'innovation sociale, d'innovation managériale, d'innovation technologique. Et c'est un peu tous ces aspects-là qu'on a pensé pouvoir mettre de l'avant dans un tel colloque et brasser le tout. Et puis, dernier point, la dimension internationale et interculturelle. Très important parce qu'en fait, oui, l'événement se tient ici aux Antilles, mais on a de la chance d'avoir des personnes on a des communications qui viennent d'Afrique du Nord, d'Afrique centrale, d'Afrique de l'Ouest, d'Europe, d'Amérique du Nord, et évidemment des territoires antillais. Et de ce point de vue, ça permet d'avoir différentes perspectives, différentes prises de vue, et qui permettent de voir des uns aux autres, d'apprendre en fait de ce qui se fait ailleurs. Parce qu'on a des enjeux ici, mais on peut voir également des enjeux qu'on a en Côte d'Ivoire, qu'on a au Maroc, qu'on a en France, et bien qu'on a au Canada. Et puis ça permet de voir sur les mêmes questions quels sont les défis qu'on a de toutes parts et surtout quelles sont les recettes, les astuces qui peuvent être partagées. C'est un peu ça la particularité de mon point de vue. D'accord. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, mesdames? Eh bien, on invite tout le monde, pas seulement les chercheurs et les étudiants, mais également les entrepreneurs. Toute personne qui est intéressée et curieuse des pratiques d'innovation, de recherche, d'entrepreneuriat, de management est la bienvenue. Beaucoup de personnes ont peur du mot communication scientifique. L'intérêt des sciences de gestion, c'est que ce sont des sciences de l'action et on va se contenter d'observer et d'analyser des phénomènes qu'on expérimente tous et toutes au quotidien dans nos métiers, dans nos pratiques. Donc venez nombreux à l'université demain et vendredi. Voilà, l'entrée est libre. Donc vous pouvez venir et si vous avez la possibilité de vous préinscrire avant, il y a une adresse mail meic2i.ua@gmail.com. Ça nous permet de mieux organiser les choses en sachant combien de personnes on va recevoir. Donc n'hésitez pas et venez partager avec nous et échanger avec nos invités. Merci beaucoup. Allez-y, nombreux, vous allez apprendre énormément de choses. Mais en attendant, on repart du côté du séminaire sur la justice restauratrice, un dispositif mis en place pour la médiation et la résolution des conflits. Un reportage de Nicolas Hachi. Il s'agit d'un séminaire sur la justice restauratrice qui est un dispositif existant, méconnu un peu sous la Guadeloupe. C'est la raison pour laquelle nous avons Monsieur Sayous avec nous, qui est le directeur de l'Institut français de la justice réparatrice, pour pouvoir promouvoir ce dispositif sur le territoire. Il y a un dispositif comme ça en Réunion, mais vraiment mettre en place les méthodes et pour que nous puissions vraiment avoir cet institut sur le territoire de la Guadeloupe. Alors la justice restauratrice, c'est quoi, me direz-vous? C'est tout simplement un dispositif pour permettre aux personnes qui sont soumises de justice d'avoir un dialogue confidentiel avec un médiateur neutre et formé pour leur permettre de se réinsérer, de ne pas récidiver, d'essayer de parler, de l'estime de soi, d'échanger. C'est du volontariat et c'est gratuit. Ce sont des dispositifs qui vont permettre un dialogue entre une personne victime et une personne auteur d'une infraction. Et donc de permettre à ces personnes de pouvoir s'exprimer sur ce qu'ils ont ressenti du fait de l'infraction, les dommages que ça a pu causer et les solutions qu'ils peuvent essayer d'envisager ensemble pour y répondre. Mais surtout, avant tout, c'est l'idée de permettre le dialogue, vraiment cette expression, ce sentiment et qui va aider à la reconstruction.
Alors, une première pour Cap Excellence parce que ça, comme je viens de vous le dire, ça n'existe encore pas sur le territoire. Donc, c'est vrai que c'est une première pour Cap Excellence. Mais ça rentre justement dans les orientations que nous a donné le président de Cap Excellence, le maire de la ville des Abbayes, Méric Jalton, lors de notre assemblée générale où nous avons dit que nous arrêtons les messes, mais que nous mettons en action aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle, dans ce cadre-là, nous commençons déjà nos actions avec, nous avons ce qu'on appelle déjà les travaux d'intérêt généraux qui se font sur le territoire de Cap Excellence. Aujourd'hui, la justice restauratrice et d'autres actions dans le cadre du schéma de tranquillité publique qui seront mis sur le territoire de Cap Excellence. Aujourd'hui, le vrai enjeu, c'est d'avoir des professionnels formés qui vont pouvoir répondre aux demandes et également d'avoir les moyens de mettre en place les choses. C'est pour ça qu'on installe en Guadeloupe prochainement une antenne de notre institut avec le soutien du service pénitentiaire d'insertion et de probation, de la protection judiciaire de la jeunesse, des institutions judiciaires, des associations d'aide aux victimes. On va mettre, et j'espère, des intercommunalités, etc., de pouvoir répondre à toutes les demandes qui pourront émerger en Guadeloupe. 14 millions d'euros de signés pour le 22e contrat du département. Rendez-vous sur la ville de Capesterre-Belle-Eau afin de comprendre comment rattraper un retard structurel. Reportage de Solène Fèvre. C'est une très grande satisfaction pour moi d'être ici aujourd'hui à Capesterre pour la signature du contrat pays. C'est le 22e contrat pays. C'est pratiquement 14 millions d'euros qui sont concernés pour ce projet. Nous avons eu l'occasion de dire sur les équipements que nous allons accompagner, intervenir, mais aussi nos équipements propres qui dépendent du département. Donc ce sont ces investissements. Et nous allons poursuivre dans cette voie. Déjà ce matin, nous étions à Bananier où nous avons présenté les aménagements, la réhabilitation du port de Bananier. Ce contrat pays, c'est nous donner de la visibilité sur les grands chantiers. Vous l'avez vu, le port de pêche qui est attendu depuis plus de 20 ans par ces marins pêcheurs qui aujourd'hui sont obligés d'aller installer dans l'embarcation du côté de Trois-Rivières ou de Goyave. C'est agir sur le stade municipal qui ne peut plus recevoir conformément à la réglementation des matchs en soirée. Et je n'oserais oublier nos bouchers avec les halles qui vont être mises aux normes. Donc c'est dire que l'aide du conseil départemental nous est précieuse. Elle arrive à prénommer dans le cadre d'une ville qui se veut nouvelle, une ville qui veut rattraper son retard en termes de développement et continuer surtout à renforcer sa présence aux côtés des Capestériens. Aujourd'hui, en plus du contrat pays, il y a un peu de présentation du bilan, mais avec le village papillon. Ce sont tous les services du département qui sont présents. Et puis je peux vous dire qu'on voit l'engouement, on voit la présence des administrés de Capesterre et ce qui nous conforte dans cette démarche pour poursuivre, pour que nous soyons le plus près possible, en parfaite proximité avec les administrés. On le voit avec cette forte affluence ce matin, c'est qu'il y a un vrai besoin, une vraie attente et cela ne pourra que nous permettre de continuer à gagner la confiance de nos concitoyens pour leur démontrer les actions du conseil départemental et de la ville et surtout sur les rassurer que leurs élus sont au travail au quotidien pour pouvoir améliorer la vie de la Guadeloupe. Nous vous emmenons maintenant au MAC pour une balade poétique avec Antoine Nabajot qui nous fait voyager dans un univers de canne à sucre, un reportage de Vianney Valverde. Dans cette manifestation, je parlais de mon parcours d'autisme, mon parcours avec ma famille, mon parcours à la campagne, dans la case créole de mes parents, dans le petit loulou de mes parents. Et ça, c'est le fondement de ma pratique, c'est le fondement de ce que j'ai réalisé dans cette expo. Il y a 84 peintures, 24 dessins et une installation. Et le titre de l'exposition, c'est Parole en canne. Parole en canne, pour moi, c'est ce que j'entends, que je peins. Depuis quelques années, je suis dans cette direction-là. Il faut savoir que le rendez-vous Tracé Jeunesse, c'est un rendez-vous un peu hybride qui mélange deux champs, la généalogie et l'art, l'histoire et l'art. Et en fait, l'idée, c'est que chaque intervenant donne ce livre un peu sur son parcours, sur pourquoi il est comme ça, pourquoi il pratique comme ça. Donc avec M. Nabajot, c'était l'occasion de se concentrer sur certaines toiles qui expliquent un peu pourquoi finalement il peint comme ça et d'où ça lui vient, quels sont ses héritages familiaux, qui sont ses ancêtres et comment ça l'a impacté lui en tant qu'artiste aujourd'hui. C'est vrai que parler de soi, c'est pas évident.
Mais en même temps, c'était un exercice intéressant parce que dans cet exercice aussi, j'apprends à me connaître, j'apprends à me découvrir face à un public qui pose des questions vraiment intéressantes. Et en tout cas, l'essentiel, ça s'est très bien passé. Pourquoi les champs de canne à sucre? Parce que j'ai été élevé dans un champ de canne à sucre. C'est grâce à ça, ce que je fais aujourd'hui. C'est grâce à la canne à sucre parce que les parents m'ont été élevés, c'est ce que mes parents faisaient. Et aussi, parallèlement à ça, ils avaient la boutique. Donc, c'était très important pour moi. Et en tout cas, c'était posé naturellement et c'est pour cela que je pense ça. C'est un rendez-vous intimiste qui a vocation de susciter la transmission, les échanges, de voir un artiste sous un autre angle comme on ne l'a jamais vu et finalement de comprendre que l'histoire qu'on présente au Mémorial Acte a un impact dans notre vie quotidienne, a un impact sur nos artistes et nous définit, nous caractérise finalement d'une manière ou d'une autre. Et pour finir, histoire de voile, vous allez découvrir un reportage sur la Saintoise et sur les autres équipages de la voile traditionnelle, un reportage de Vianney Valverde. L'association Voilier Voilou, c'est une association qui a maintenant 2-3 ans. L'idée, c'était de démocratiser la voile et plus singulièrement de passer par le support de la Saintoise, canot traditionnel de Guadeloupe, parce qu'on est des passionnés de ce canot-là, parce que jusqu'à maintenant, on essayait un petit peu, tant bien que mal, d'exister dans le milieu. Et en fait, on a monté l'assaut, on a pu prendre des canots. Et l'objectif aujourd'hui, c'est de démocratiser le support, de le faire connaître au maximum. Et c'est vrai qu'on a tendance à le faire connaître par le biais des compétitions, par le biais de la mer. Mais on a trouvé intéressant d'essayer de toucher le public par un autre biais, une autre sensibilité. Et on est passé par l'art et aujourd'hui on est là et c'est plein de couleurs et c'est pas mal. Moi mon travail c'est vraiment créolisation, créolité, patrimoine caribéen. Et je travaille en noir et blanc, toujours au stylo sur papier, c'est vraiment mon support. Et là donc dans l'idée j'expose plusieurs tableaux, plusieurs œuvres. Une qui est vraiment une étude de voile au ciseau, donc les ports de voile et la manière dont le bateau prend vraiment la mer. Et du coup, j'expose surtout des tableaux qui sont orientés autour du dernier tour de voile de Guadeloupe. Donc c'est surtout des images qui ont été capturées à ces moments-là. Et comme je vous disais, c'est un frère, Jo, qui est à l'initiative de cette exposition-là. Donc du coup, il est représenté sur chacune de mes œuvres. C'est lui le capitaine, quoi. On arrive à le reconnaître avec ses cheveux, quoi. Il y a vraiment des choses magnifiques. Franchement, il y a quelques artistes que je connais pas, que je ne connaissais pas. On a un artiste notamment de Métropole qui n'est pas là ce soir. Et écoutez, les artistes, ils ont tous joué le jeu. Ils ont vraiment fait des œuvres parlant justement de la Saintoise et des bateaux, de la voile, de la mer, voilà. Nous, notre objectif, c'est de faire rayonner la Saintoise le plus longtemps possible. Donc si c'est quelque chose qui peut se pérenniser, avec plaisir. Au News Radio, assis outremernews.fr, on radio avait Info Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, Mayotte et surtout musique pour tout le monde. Attention.